Ouais, salut tout le monde. Donc là on se retrouve pour une petite vidéo de présentation, un BMW 325i. Donc voilà l'engin. Donc c'est un série 3, 2,5 litres. D'origine ça fait 171 chevaux. Voilà, il n'y a pas trop de lumière. Quand il fait nuit, c'est vrai que les baguettes chromées là, elles ressortent vraiment pas mal. C'est vraiment mignon. Les jantes aussi qui brillent. Je vous explique un truc aussi pour les BMW, comment ça fonctionne. Par rapport aux sigles, en fait, le premier chiffre c'est la série. Les deux autres chiffres c'est la cylindrée en fait. Là si c'est 25, c'est 2,5 litres. Ça c'était à l'époque. Maintenant, t'as des 330i qui font un 2,5 litres et t'as même un 325i E90 qui fait 3 litres. Maintenant, ça ne veut plus dire grand chose, mais en tout cas à l'époque, pour les E21, pour les E30, pour les E36, ça c'est représentatif. Les deux chiffres sont représentatifs de la cylindrée. Donc là, en fait, on est sur du Diamond Schwartz, Black Diamond Schwartz. C'est une couleur vraiment sympathique, c'est une couleur de l'époque. Il y a quelques reflets verts, des fois à la lumière. Au soleil, on voit les défauts quand même. Là, au niveau de la forme, les voitures des années 80, c'est plutôt carré et assez étroit, comparé à des voitures plus récentes aujourd'hui où on est beaucoup plus large. Là, on est sur un coupé phase 1, ça veut dire qu'il n'y a que 2 portes. Et c'est même pas considéré comme un 3 portes, parce qu'en fait quand on ouvre le coffre, on peut pas mettre la banquette arrière, on peut pas la replier. Je vais vous montrer un truc. En fait, là-bas, ça s'arrête. C'est pas comme les Peugeot ou les Citroën où on peut... Ça, ce qui est assez chiant, c'est quand on fait un déménagement, on peut pas prendre des grands trucs. Là, on a un kit carrosserie M-Tech 1. Je vais vous montrer la différence entre le M-Tech et le normal. Le pare-choc avant, les bas de caisse latéraux, ensuite la jupe arrière et ainsi que le béquet M-Tech 1. Franchement, j'aime pas les E30 sans les M-Tech, sans le kit carrosserie. J'aime vraiment cette configuration là. Là, au niveau des feux arrière, clignotant orange à l'ancienne, assez carré, voilà, le style est vraiment carré. C'est ça que j'aime beaucoup. Et l'avant, les phares ils sont ronds. Et la calandre, donc ça c'est le haricot typique BMW. Donc j'aime beaucoup le coffre en fait, il est vraiment génial. Tu peux vraiment mettre pas mal de trucs dedans. Tu peux même mettre 2 corps. Tu peux kidnapper des gens et les attacher. Ah, ça ferme pas très bien, hein. C'est ça le problème, c'est qu'elle a vieilli. Et... Bon là on va rentrer dans le véhicule, vu de l'intérieur. Alors c'est vrai que c'est assez étroit mais c'est spacieux à la fois, c'est-à-dire que comparé aux voitures récentes, les voitures récentes il y a beaucoup plus d'espace entre l'extérieur et l'intérieur, alors que là bon vous voyez bien c'est très fin. La position du siège elle est vraiment basse, moi c'est ça que j'aime bien. Donc là on est sur de l'intérieur sport M, les puristes je sais pas comment ils appellent ça, c'est vrai que moi je m'y connais pas trop. Alors les sièges c'est vrai qu'ils sont pas mal mais bon c'est pas confortable, aussi confortable que les sièges récents, mais ça va, je suis déjà allé dans des sièges beaucoup moins confortables que ceux-là. Espace de rangement, on a une boîte à gants ici. Là, dans les portières, ici, là, il y a une bouteille d'eau. On peut mettre des pièces, des cartes de visite. Là aussi, on a quelques trucs. Là, on a un check contrôle. Le stop, code, niveau d'huile, feu arrière, lave-glace. Bon, il faut savoir un truc, c'est que le mien, il déconne complètement. J'ai des voyants qui s'allument, mais là, même là aussi, il y a des voyants qui s'allument. Donc, en fait, là, il faut appuyer là, hop, le voyant, il s'éteint, ou il faut appuyer sur le frein. Là, c'est toutes les BM 30, faut appuyer sur le frein pour enlever le clignotant. Alors là mon compteur, je sais même pas si c'est un quoi, parce que mon compteur il a été changé 3 ou 4 fois depuis que je l'ai. C'est vrai qu'il y a la maladie des compteurs, ils arrêtent pas de... marche pas. Par exemple moi des fois le compteur de vitesse il marche pas. Mais bon c'est comme ça. Là il y a le témoin de plaquette de frein. En fait c'est parce que des freins wheel-to-wheel à l'avant. Donc du coup il n'y a pas de témoin de frein. Compteur de température il marche plus non plus. De toute façon je sais que quand l'aiguille elle est dans le bleu c'est bon, et que quand ça chauffe trop elle est là. Mais bon c'est vrai que j'ai pas le bon témoignage, mais bon là le moteur chauffe pas, je vérifie tout le temps les niveaux, je vérifie tout le temps les niveaux de liquide de refroidissement, le niveau d'huile. Je suis très maniaque là-dessus parce qu'une casse de moteur ça arrive très facilement. Au niveau des phares, pour allumer les phares, donc c'est ça. Là sur les allemandes c'est différent, c'est pas comme sur les françaises. Sur les françaises par exemple on tourne le commodo, c'est là. Et là c'est les feux anti-brouillard avant et arrière. Moi à l'arrière il marche pas. Voilà, là on a l'heure elle fonctionne. On n'a pas de climatisation. On peut choisir la température, voilà. L'autoradio c'est pas l'autoradio d'origine, hein. J'ai mis un truc pour brancher les câbles jack avec une prise USB. La voiture je crois que je l'avais acheté comme ça en plus. Là on a un levier de vitesse M. Voilà, il déconne un peu. Il peut sortir et tout, mais bon c'est comme ça. C'est le charme des voitures anciennes quoi. Bon on peut pas régler les phares bien sûr, hein. C'est une voiture des années 80. Pour les clignotants c'est simple, à gauche, droite, appel de phare on fait ça, bon ça c'est classique. Là il y a des pare-soleil ici. Là il n'y a même pas de miroir, c'est vraiment dépourvu de trucs, mais bon. Même pour l'époque ça déjà c'était un truc de ouf, voiture du futur. Moi ce que j'ai bien c'est que mon oil service il fonctionne. Même si je le vérifie tout le temps manuellement, ça c'est bien. Parce que si on perd trop d'huile d'un coup, ouais, c'est vrai que ce serait con de casser le moteur quoi. Alors faut savoir un truc, c'est que les E30,
Il y a eu 2 millions d'exemplaires vendus. Niveau modèle, en fait, là, il y a vraiment pas mal de modèles. Dans les E30, il y a 316i, 316, 318i, 320i, 323i, 325i. Donc là, ça c'est un 325i. Le modèle au-dessus, c'est M3. Après, il y a M3 Evolution, Evolution 2. Donc ça, c'est des voitures maintenant, elles sont inaccessibles à forte hausse de prix. Le marché, il est en train de cramer là. Les gens, ils vendent des voitures à 30 000 balles, 70 000 euros des fois. J'ai déjà vu des M3 à 250 000 euros sur le bon coin. Mais bon, c'est normal. Ces voitures, elles sont trop recherchées maintenant. Après aussi, il y a les voitures Alpina, les Arge, les préparations des modèles assez exclusifs, on va dire. Ça, c'est encore plus rare, je crois, que les M3. Bon, allez, on va démarrer. Alors, elle tient pas bien le bas régime. Quand elle est pas chaude et tout, elle peut même caler. Et ce qui est vraiment bien, c'est que sur les accélérateurs BM, en fait, ça embrasse le pied. Tu poses le pied. Pas comme sur les autres voitures où tu es obligé de le laisser comme ça. Là, tu poses. Là, tu es bien. Au début, la première fois, je trouvais ça bizarre, mais après, je trouvais ça confortable, vraiment. On est dans la Ferrari là, on va parler un petit peu comment ça fonctionne, ce petit bolide, ce petit karting des années 80. Donc je vous explique le délire. On est sur un 2,5 litres, 12 soupapes, 2 soupapes par cylindre. C'est-à-dire que ça rend le truc beaucoup plus nerveux comparé aux 4 soupapes par cylindre qui sont plus linéaires et qui prennent les trucs dans les tours. Là, bas régime, ça prend déjà quelque chose, même si c'est assez mou, mais c'est beaucoup plus souple. Donc en fait, on a un 6 cylindres en ligne qui fait un bruit magnifique, donc qui est censé faire 171 chevaux d'origine. Il faut savoir que j'ai jamais vu un mec qui me ramène une feuille de banc en me disant j'ai 171 chevaux sur un 325i, à la roue en tout cas. Bref, tout ça pour dire que sur cette configuration là, on a une préparation moteur, des arbres à cam, je sais pas quoi, Zeppi, du volant moteur allégé, des sièges de soupape agrandis. Je connais pas trop le truc. Je vais mettre là ici la fiche technique parce que personnellement je suis un peu une douille en mécanique, donc je préfère vous écrire la configuration ici. Et personnellement en fait je m'en bats un peu les couilles. Moi ce qui compte c'est que ça gouache sur le pavé, tu vois. C'est vrai qu'une préparation moteur ça coûte beaucoup d'argent, je vais pas dire le prix. Pour gagner à peine quelques chevaux c'est des milliers d'euros dépensés. Je vous donnerai un conseil, si vous faites une préparation moteur c'est que vraiment vous êtes passionné par le véhicule. Et non pas pour gratter quelques chevaux. Ça sert à rien pour 10, 15, 20, 30, 40 chevaux. Sur un moteur Atmo sans turbo, on peut pas prendre beaucoup de chevaux en fait, si on fait pas de préparation moteur. La reprogrammation moteur, ça marche bien sur les turbo essence ou turbo diesel, là où il y a un turbo. Donc là en fait on a la ligne d'origine, on a le collecteur d'échappement en inox, on a un kit d'admission direct, il y a l'intermédiaire, il est encore là, et le pot d'échappement c'est le pot d'échappement d'origine. Niveau des jantes, c'est important de parler des jantes. Le problème des jantes que j'ai en fait c'est que c'est des réplicas et c'est des fakes quoi, c'est des contrefaçons. Et BBS normalement mais c'est des fausses. Et en gros le problème avec les fausses c'est que c'est des jantes qui sont beaucoup plus lourdes. Même au niveau de la couleur et tout, c'est moins beau que les vraies. Mais bon ça passe quoi. N'importe quel mécanicien il va vous dire que le poids d'une jante ça compte énormément pour la motricité et pour le passage des chevaux au sol. Vous prenez un vélo. Vous alourdissez le poids de la roue arrière, là où vous pédalez. On est d'accord que vous allez galérer à accélérer. Donc moi je vous donne un conseil, si vous voulez avoir vos chevaux sur vos bagnoles, ne changez pas la taille des jantes. Le mieux c'est de regarder la fiche technique de votre véhicule. Là sur les E30 on est en 14 pouces ou 15 pouces, ça dépend. Voilà, après niveau châssis, ça se comporte plutôt bien, c'est assez rigide pour l'époque. J'ai conduit une 205 GTI, une AX GT, donc des voitures à peu près de la même époque. C'est des voitures qui sont beaucoup plus casse-gueule que celle-là. Celle-là déjà l'empattement est beaucoup plus long. Personnellement je trouve que les voitures françaises de cette génération-là sont beaucoup plus sensationnelles que les BMW E30. Et les voitures françaises sont beaucoup plus légères que les voitures allemandes. C'est plus truc nerveux quoi, un petit jouet. J'ai les barres stabilisatrices à l'avant, à l'arrière, ça rigidifie le châssis. Les tests sous virée, ça c'est vraiment ma plus grande peur. Sous virée c'est quand par exemple là je prends une courbe assez forte et en fait plutôt que d'aller dans la courbe je m'éloigne vers l'extérieur. C'est vrai que sur la E30 on sous-vire pas. C'est plutôt une voiture qui a tendance à se survirer quand on met trop de gaz. En même temps c'est une propulsion avec un moteur à l'avant donc c'est un peu logique. C'est vraiment une voiture de collection et que maintenant tu as des publicités avec des E30 qui apparaissent. Du coup les gens se posent la question mais c'est quoi ce véhicule, c'est trop beau et tout, donc ils veulent se l'acheter. Un gouffre à essence, moi je suis à 15,7 litres au 100 avec la préparation moteur. Il y a aussi le fait que je suis sur une transmission courte, donc c'est normal que je consomme plus. Mais il faut dire la vérité, c'est que c'est une pompe à fric les voitures anciennes, comme ça quand c'est pour tous les jours. Après moi je suis un passionné, donc
je continuerai à rouler quoi qu'il arrive tous les jours en voiture ancienne. Et le jour où j'arrête, c'est vraiment que ça m'a saoulé, quoi, ça m'a gavé. Si vous êtes en jeune permis, moi je vous conseillerais le 3 saisie ou le 324D, il est vraiment accessible pour quelqu'un qui a 1000 € à mettre, c'est vraiment possible de le trouver sur le bon coin. Il augmente, ça consomme rien et puis c'est assurable, quoi. Si vous êtes jeune permis, apprendre sur un E30 c'est génial parce que en plus vous êtes en propulsion. Déjà rien que ça c'est atypique parce que la plupart des voitures aujourd'hui c'est des tractions.